Salut! Bon après-midi tout le monde. Good afternoon, everyone. Je m'appelle Greg Fergus, je suis le député de Hull-Aylmer et durant cette dernière journée du Congrès libéral très réussi, j'ai le grand plaisir de vous présenter deux participantes à la table ronde principale. You know, when I grew up in Montreal, my family was one of the very few black families in our neighborhood, in a predominantly Jewish neighborhood, in an English part of the city, in a French province, in the English continent. And I always used to say I was a minority within the minority, within the minority, within the minority, within the minority. And one of the things that afforded me was a way of seeing the world differently. Vous savez, à la base, l'innovation découle de la diversité d'idées. Et aujourd'hui, on va avoir deux conférencières qui vont parler de l'innovation et l'importance de la diversité. They're going to be talking about challenging the stereotypes in environments they work in. They both believe in the power of positive role models, especially female ones, in whom girls can see themselves reflected. Dr. Farah Alibay went from growing up in Joliette, Quebec, to becoming a systems engineer at NASA's Jet Propulsion Laboratories. She is working on everything from mission concepts to the InSight, Perseverance, and Ingenuity missions. She studied aerospace engineering at the University of Cambridge and MIT, during which she also interned at NASA. Farah is the daughter of immigrants who left Madagascar during the civil unrest to immigrate to Canada. Canada gave her family the opportunity to succeed, and Dr. Alibay now gives back. She's mentoring students, she teaches at space camps, she also acts as a big sister through Big Brothers and Sisters program. Pascale Saint-Onge, qu'on connaît très bien, est la ministre des Sports et responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Avant d'être élue, elle était la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, une organisation syndicale québécoise, où elle a défendu les secteurs des médias et de la culture. Elle est convaincue qu'en apportant plus de diversité à la table de décision, on obtient des meilleurs résultats, puisque chacun fait bénéficier les autres de ses propres expériences. Alors, ça me donne le grand plaisir de vous présenter deux personnes exceptionnelles, Pascale Saint-Onge et Dr. Farah Alibay. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Allô, Farah? Allô? Comment ça va? Ça va bien. Longue journée aujourd'hui, mais je suis contente d'être ici. Belle journée en plus, du moins. Oui, enfin, il fait beau. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi. J'ai entendu dire qu'hier soir, tu es allé manger de la poutine. Oui, parce que il faut bien quand on est ici. I guess it's not as good in LA. No. I don't think they understand the concept of like the right cheese. It's wrong, but The right sauce, the right cheese. It's just, yeah. And the potatoes from PEI. They try and make it too fancy, and then, yeah. Écoute, je suis super contente qu'on ait la chance de se parler aujourd'hui. Tu es vraiment une idole pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes. Pour moi, tu es aussi une source d'inspiration. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est passé pour toi dans les derniers mois, dans les dernières années. Most of us are familiar with the concept of remote working because of COVID, but you pushed it a little bit further. Can you explain to us what you do at NASA? Yeah, so I'm a systems engineer at the Jet Propulsion Lab, which is the NASA center that's based in Los Angeles. And I've been there for almost 10 years now. And I've worked on a variety of missions, as you heard during the intro. But the mission that I worked on most recently is called Perseverance. And it's a rover. So think of like
to give you an idea of size, like think of a Mini Cooper with 4x4 wheels, and it's about 7 foot tall, weighs a ton. It's the biggest, most complex rover robot that we've ever landed on another planet. And so I had the opportunity to work on that mission. I joined that in 2019. My role on the project is that I was in charge of navigation for the rover. If you land on Mars, turns out you can't just open your phone and use Google Maps. You will not find yourself. There's no GPS. GPS is from satellites that we have here on Earth. And so I worked on sort of the instrumentation that we use and the algorithms to make sure that the rover orients itself. And then once we landed on Mars, I was in charge of helping with operations. But so yeah, I get to say that during the pandemic, because we launched in July of 2020 and landed in February of 2021, I get to say that I worked remotely from Earth on Mars, which is really an incredible adventure. Absolutely. And what are you currently working on? So I'm now working on a telescope that will be launching in 2025. So I specialize in kind of like when you build a spacecraft, just casually, when you build a spacecraft, you have to conceive it, and then you build it and test it and then operate it. And so I specialize in sort of like the build, test, and early operation phase of a project. That's kind of what I like doing. So this telescope is an infrared telescope. It's going to launch just in Earth orbit, so not too far from home, and it's going to take maps of our universe. And so it basically images the sky every single day, different areas of the sky, and it's going to do that 4 times in the span of 2 years, and that will allow it to image 500 million galaxies. And so using that, we'll get a 3D map of the universe, and that will allow us, so when you look at the universe, when you look at the stars at night, you're actually seeing light that's traveled all the way from there to your eyes. And so that light has taken a certain amount of time to get there, and so you're looking back in time. So with this mission that I'm working on, we'll actually be able to study the expansion of the universe that happened at the very beginning of our universe, right after the Big Bang. So pretty cool. That's pretty amazing. Yeah, it's a fun job. Big questions. Exactly, big questions, and I guess you're curious about finding life elsewhere in the universe. Yeah, so on the side of life, right, that's kind of one of the big, I think it's part of being human, that we want to know where we come from. I think we've always looked at the stars and thought, is there something else out there? So with Perseverance, for example, by going to Mars, we are trying to find signs of extant life on Mars, right? And so the idea is that a few billion years ago, Mars and Earth looked the same. It was the beginning of life here, like just DNA and RNA, so starting here to replicate. And so the idea, the hypothesis, right, is could there have been life on Mars? So Perseverance is doing that by taking samples that we'll eventually bring back to Earth in the next decade or so. But there's so many other missions that are also sort of looking for life, right? So there's a mission called Clipper that's launching in a few years. That's going to be imaging a moon of Jupiter that has an ocean. We have the James Webb Space Telescope in orbit right now, which has a Canadian instrument, as we were talking about earlier. Big Canadian contribution to that mission, which is the biggest, most complex mission telescope we've ever launched. And that one is allowing us to study, so it can image exoplanets, which are planets around other suns. We've done that before, but what James Webb can do is it can study their atmosphere and actually understand what type of atmosphere is around them, which again can give us clues about life. So really, really exciting years ahead in terms of exploration. Maybe you'll discover the solution to a bunch of mysteries. It's possible, yeah. So something that we're really proud of here is the fact that Justin Trudeau had really made a conscious choice to build a team that is truly representative of Canada. So around the table of decision in Cabinet, we're 50% women. We have people of color around the table and people from the LGBTQ community. And it's really a philosophy that he has and that our party embraces, that it's necessary to make room for everyone around the table so that the decisions that we take don't leave anyone behind. I've heard you talk about this a little bit, about the
the positive impact that it has to have diversity and how having people from different spheres and different experiences, even in science, it changes the science. So can you talk a little bit about that? Yeah, I mean, there's a lot of different ways in which diversity helps us, right? As a child, seeing people that looked like me. For me, as a child, the people that I looked up to were people like Sally Ride, who were the first American woman, the first queer person to go in space, Mae Jemison, the first black woman to go in space, right? Those are the people that solely by being themselves, allowed me as a child to dream, because I saw a little part of myself in them, and then that allowed me to think, well, if she made it, or if this person made it, or if this person that looks like me or had a similar experience to me made it to where they want to be, then maybe there's a place for me as well, right? So that's where it starts. And so when the next generation is looking at their country and they feel represented, it gives them hope in the future, or certainly it did for me. But when we come down to the science, right, of like, if I'm building a team, honestly, if I'm building a team, the last thing I want is 5 more of me on that team, because we're trying to solve really complex problems, as you've seen. and when we have a problem, and I'm sure it's the same in your field of work, right? When we have a problem, I can't just come up with one solution and say, yep, we're going to do that. And then we come up with 5 solutions maybe, and then take a hybrid of it and look at costs and like, maybe we'll do this one, right? So how do you come up with 5 solutions? You get people who think differently. And so I've seen it firsthand on my projects that teams that are diverse, teams that come from different environments, people that have different experiences can look at the same problem, and even a scientific problem that you think, there's maybe just one answer, though you approach it differently and bring more ideas to the table. And so diversity is also this diversity of thought, which then allows us to progress further than we could have if we were a homogeneous team. So definitely it makes a big difference. Je suis d'accord avec toi, puis pour être honnête, moi non plus, je me suis pas vraiment vue comme étant une ministre typique. When it comes down to it, I think it's about one thing. We see diversity as our strength. Mm-hmm. We've always said that Canadians are strong not in spite of our differences, but because of them. But we cannot be fooled, because we're seeing that with the rise of the right, there is a backlash against those ideas. A lot of people are playing with fear of the unknown, fear of people who are different also. So can you tell us a little bit about your experience as the daughter of an immigrant? Yeah, it's interesting, and it is worrying to see sort of the trend that's happening in our society, right? So my family immigrated here in the 70s. They were welcomed in Canada. It's, for us, it was a safe place. My family didn't come with much money or anything. My grandparents had a corner store, and they got by so that my mom could have education, and so that we could eventually, right? And it's, to me, I mean, that's the beauty of Canada. I think that's what represents Canada. We're a land of opportunity, and if you come to our family, everyone will tell you that we're so grateful that those doors were open for us. But I think what we're seeing a lot today is I don't know, a backlash against that, even though we're clearly all immigrants in this land, right? This land isn't ours, but there seems to be a return back to old values of, well, this is my place and I want everyone to look like me. And something I lived a little bit of, that racism growing up, but it wasn't to this level. I think it's maybe amplified because of social media. It's amplified because of some of the political discourse. But ultimately, what I have to say is that on an individual level, I have rarely met a person who I cannot ultimately find common ground with, right? On an individual level, it happens, but most of the time, people, for example, will come to me and they might have some political ideas, and they'll meet me and be like, but yeah, we get along. And so I think what we need to do, and maybe part of it is because of COVID and we lost touch with the people, but we as a community need to come together and get to know each other and get to share our values and our culture, because I think by having that education and that common ground, I think that's how we'll be able to move forward. And je veux vraiment te féliciter et te remercier, parce que justement, le fait que tu prends le temps
malgré que tu es super occupé déjà dans ton travail principal à la NASA, mais tu prends toujours le temps de me raconter ton histoire encore et encore. Au Québec, je pense que tout le monde te connaît. On a tous suivi ta mission sur Mars avec beaucoup d'attention. Puis je sais que de voir une femme comme toi faire ce que tu fais aujourd'hui, puis que tu prends le temps de raconter ton histoire, puis aussi de démontrer qu'est-ce que ça veut dire quand on offre des possibilités à tout le monde. On voit le résultat, on voit pas juste le monde, mais l'univers maintenant qui est ouvert à toi. Fait que je veux te remercier parce que tu inspires plein de jeunes filles aujourd'hui. Merci. Non, mais c'est un plaisir. Puis pour moi, c'est important aussi parce que, je veux dire, c'est important aussi que je le fais en français. On se parlait de ça tantôt, mais en grandissant, des rôles modèles, il n'y en avait pas beaucoup. Puis je pense que surtout quand on parle de la science, de la technologie, c'était loin, ça faisait peur. Tu sais, tu vois les films de science-fiction, tu te dis, ah, c'est aux États-Unis. Puis je pensais que c'était pas pour moi, que c'était inaccessible. Puis c'est pas la faute du Québec ni rien, c'est juste parce qu'on n'avait pas cette ouverture-là dans ce temps-là, puis les informations n'étaient pas nécessairement disponibles en français. Et je vois quand je vais dans les écoles les étincelles dans les yeux des enfants. Puis c'est pas juste parce que je veux le faire. Tu sais, ça me donne tellement de voir ça, les jeunes qui viennent me voir. Puis que souvent, je leur parle de la difficulté avec ma santé mentale que j'ai eue, avec ma confiance en moi. Puis être honnête avec les jeunes de demain, puis leur dire, regarde, tu vois les gens qui ont du succès, mais tout le monde a passé par des échecs, des difficultés, ça les aide tellement. Puis je reçois tellement des beaux messages de gens qui sont inspirés, qui veulent suivre leurs rêves. Ça vaut la peine. À chaque fois que je suis fatiguée, il y a quelque chose qui se passe, je me dis, ah ouais, OK, c'était correct, ça valait la peine de faire. Merci. T'sais, on parlait qu'il y avait un peu un backlash en ce moment sur la diversité, chose qui est super importante pour notre premier ministre, chose qui est super importante pour notre parti. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent contre cette diversité-là, qui ont peur du changement. On l'entend aussi sur la science. On l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens qui ont remis la science en question, puis ça pose des enjeux de sécurité publique, ça pose des enjeux parfois de santé publique. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, parce que notre parti, notre gouvernement, on a choisi d'investir beaucoup dans la science. On sait que le gouvernement précédent avait coupé beaucoup dans les programmes de science ici. Il a démantelé aussi beaucoup d'expertise au sein de la fonction publique. Nous, on croit que c'est important de soutenir nos scientifiques, de soutenir l'innovation, puis on voit ça vraiment comme des investissements dans les gens, oui, puis des investissements dans notre avenir, dans les possibilités qu'on offre à la population ici. C'est important aussi de démontrer que les investissements qu'on fait, que ce n'est pas des dépenses. Oui. On ne gaspille pas de l'argent quand on investit dans la science parce que ça finit toujours par avoir des répercussions sur notre vie quotidienne. Puis des fois, ce qu'on investit aujourd'hui, dans 10 ans, bien, ça va changer complètement la façon dont on vit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des innovations sur lesquelles tu travailles ou que tu as travaillé ou que dans le monde de l'aérospatiale, puis de ce que ça nous donne aujourd'hui dans nos vies quotidiennes ou plus tard, qu'est-ce que ça peut nous donner, les choses sur lesquelles tu travailles en ce moment? Oui, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est intéressant, ce problème d'investir dans la science fondamentale. Quand tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un, OK, je veux investir là-dedans. Puis la réponse, c'est bien pourquoi? Qu'est-ce que ça va me donner, moi, demain matin? Puis la difficulté avec investir dans la science, c'est que ton retour en investissement, tu ne l'auras pas le lendemain matin. Ça peut prendre des années. Des fois, tu peux même pas dire tu peux pas prédire ce qui va se passer. Donc, par exemple, quand on parle de l'aéronautique, de l'aérospatiale, oui, des fois, ou même quand on investit dans la physique pure. Mais qu'est-ce que ça me donne demain matin? Bien, demain matin, ça ne donnera peut-être rien, mais dans 10, 20 ans, ça va peut-être changer fondamentalement la société. Donc, c'est quelque chose que, tu sais, il faut continuer à investir là-dedans et de changer un peu sa mentalité, de dire, OK, oui, c'est correct de ne pas avoir mon retour demain matin. Donc, pas une chance, c'est difficile à convaincre, mais ça en vaut la peine. Mais je dois vous dire que, on peut regarder en grand, premièrement. Quand on investit, par exemple, dans l'aérospatiale, on a parlé tantôt du concept de trouver de la vie quelque part ou du concept de comprendre nos origines. Mais ça, c'est des valeurs en tant qu'humain. C'est des questions qu'on se pose depuis le début de l'humanité.
Puis tu veux me dire que tu veux pas investir là-dedans. Tu sais, c'est des questions qui, en tant que société, oui, on a des problèmes à régler à la maison. Oui, on a besoin de savoir comment on va nourrir sa famille demain matin, mais il faut aussi continuer à avancer. On peut pas juste dire, en tant que société, qu'on va pas avancer nos connaissances générales. Puis si je dis qu'on retrouve de la vie ailleurs dans le système solaire, ça va bouleverser notre compréhension de nous-mêmes. Donc, il y a ce côté-là peut-être plus ésotérique, mais il y a aussi le côté appliqué, que bien sûr que quand on investit dans la science, dans la technologie, les choses reviennent vers nous éventuellement. Puis une de mes histoires préférées, vous avez tous entendu parler sûrement du velcro, que le velcro qui avait été utilisé pour les astronautes, maintenant on l'utilise tous nos jours. Cool, tout le monde en connaît celle-là. Mais j'en ai une que j'aime beaucoup partager. C'est qu'il y a une mission qui s'appelait Galileo, qui est allée ça fait quelques décennies de ça, qui est allée en orbite autour de Jupiter. Puis son but, c'était d'étudier les lunes et Jupiter et les lunes autour de Jupiter. Mais il s'est passé un incident avec ce satellite-là. En fait, c'était supposé avoir une grande antenne qui allait se déployer, puis de là, ça nous permettait d'avoir un débit de communication assez élevé pour retourner toutes les images qu'on allait prendre à Jupiter. Bien, il y a eu un problème avec l'antenne, puis elle s'est jamais ouverte, elle n'a jamais fonctionné. Fait qu'ils ont été obligés d'utiliser leur antenne d'ingénierie pour envoyer les données. Puis ça, c'est dans le temps que c'était tout sur du tape, là, des VHS, là, les données, fait qu'ils étaient déjà limités. Puis, à cause de ça, là, les ingénieurs se sont dit, OK, mais comment est-ce que je vais renvoyer ces grandes photos-là avec un tout petit débit de données? Bien, ils ont inventé la compression d'images, les tout débuts de la compression d'images, des certains protocoles qui ont été utilisés pour ça. Puis maintenant, à cause de ça, bien, c'est pour ça que vous avez des GIFs, par exemple, sur vos téléphones. Vos GIFs viennent de l'espace. Mais c'est vraiment ça. La caméra que vous avez sur votre téléphone, tu sais, c'est vraiment, ça vous affecte de tous les jours, la caméra, l'optique, la miniaturisation des optiques, quand c'est petit comme ça encore là, ça vient de l'aérospatiale parce que avant les caméras, quand on envoyait ça, c'était énorme, c'était super lourd, tout. Puis on a appris justement à faire ça de manière digitale, plus petite, parce que nos satellites sont limités de la masse qu'on peut mettre dedans. Donc tout ça qu'on a dans notre vie de jour à jour, ça serait pas là sans ces investissements. Un investissement pour aller étudier Jupiter. Maintenant, on est capable de, tu sais, vous avez vos applications de médias sociaux sont là à cause de ça, indirectement. Merci beaucoup. On sait que le Canada puis les États-Unis, c'est des partenaires dans plein de domaines. On sait d'ailleurs, ça a été annoncé pendant la visite de Joe Biden à la Chambre des communes. Ça a été annoncé qu'on allait avoir un astronaute canadien qui allait être dans la mission, qui allait se rendre sur la Lune. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la NASA de la relation avec le Canada, puis comment le Canada est perçu dans le domaine de l'aérospatial? Oui, dans le fond, on est tous des différentes organisations gouvernementales, hein, donc il y a beaucoup de collaborations internationales. Puis entre la NASA, l'Agence européenne et le Canada, il y a énormément de collaborations. Le Canada, vous savez, a le bras canadien sur la station internationale. C'est le deuxième d'ailleurs. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'on se spécialise beaucoup en optique au Canada. C'est un domaine d'expertise où on est les meilleurs en optique. Il faut être fier de ça. Sauf qu'au Canada, on investit dans certaines technologies. On les fait très bien. Et donc, je l'ai dit tantôt, avec le télescope James Webb, il y a un instrument canadien. Donc, il y a souvent des contributions entre les missions, des échanges. Je sais qu'il y en a peut-être un peu plus du côté des astronautes. Je ne travaille pas avec eux, on est dans un différent centre. Mais c'est une belle collaboration. Je pense que ça représente... C'est ça que j'aime de la science, c'est que ça soit à la NASA ou ailleurs, tu sais, dans toutes sortes il y a des partenariats comme ça dans tous les domaines de la science. C'est que la science, ça appartient à tout le monde. La science, c'est quelque chose d'humanitaire et on voit les plus belles collaborations dans ce monde-là. Puis c'est vraiment, ça représente, je pense, mon espoir pour la planète, qu'on puisse s'entendre comme ça. On réussit en science, on pourrait réussir ça ailleurs. Oui, absolument. C'est un super beau message, ça. Comment par la science, puis moi, je suis ministre des Sports. Oui. Donc, par le sport aussi. Oui. Je sais que tu es sportive, hein, aussi? Oui. Je fais plus de l'escalade, des randonnées en montagne. Moi, l'éducation physique, c'était pas pour toi. Que j'aimais. Non, je regarde le sport, mais oui, j'ai grandi faisant, bien sûr, du patinage artistique. Étant québécoise, il fallait bien 10 ans de patinage artistique. C'est pas rien, 10 ans, c'est vrai. beaucoup.
Mais maintenant, c'est ça. Vivant en Californie, je fais beaucoup d'escalade. J'aime ça. Moins de patinage artistique en Californie. Oui, on a un aréna. On a un aréna près de chez nous, mais je suis jamais allée. OK. Donc, c'est ça, ce que je disais, c'est que autant dans le sport que dans la science, c'est une belle façon de rapprocher les peuples puis d'avoir des collaborations qui débouchent sur autre chose. Puis on en a plus en commun qu'on a différence, je pense, en tant que pays et ailleurs aussi. Absolument. Puis c'est aussi souvent dans des partages en innovation comme ça qu'on réussit à aller plus loin, puis à avoir des débouchés commerciaux aussi qui sont super importants. Oui, exactement. Puis, je pense que quand on regarde ces grands défis-là qu'on va avoir dans les prochaines années, que ce soit du niveau environnemental ou de la technologie, c'est seulement en travaillant ensemble, en tant que pays, en tant que planète, qu'on va réussir à résoudre ces problèmes-là. Donc, cette collaboration-là est extrêmement importante pour les années à venir. Ça nous permet aussi d'apprendre à se connaître. Oui. Donc, ça crée des ponts. Merci beaucoup, Farah. Je suis tellement contente, non seulement que tu aies pris le temps de venir ici, mais que tu partages encore une fois ton histoire. Je ne sais pas si des fois tu es tannée de répéter un peu. Non, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que quand les gens se reconnaissent un peu d'eux dans mon histoire, ça fait toujours plaisir d'en parler. Puis je trouve qu'on aborde toujours ça d'une manière différente. C'est une belle conversation aujourd'hui de regarder ça d'un œil un peu différent. Pour moi, en tout cas, parce que, comme je t'ai dit, j'ai suivi la mission sur Mars, j'ai suivi le travail que tu as fait, j'ai écouté beaucoup d'entrevues que tu as fait, puis tu es vraiment une inspiration. Je pense que dans notre travail aussi, puis dans notre vision comme gouvernement, ça nous motive encore plus à soutenir nos scientifiques, mais investir aussi dans l'éducation, investir dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Puis ça permet là, de vraiment créer des opportunités puis découvrir l'univers. So thank you so much, Farah. We're so happy that you took time to hang out with us. Can you tell me what the names of the robots were again? Perseverance and Ingenuity. Ingenuity is the little helicopter that went along with Perseverance. So Perseverance, Ingenuity, and also you had another robot that you on Earth. So we have like our Earth replica that we use to do all our testing. It's called Optimism. So why I'm asking this to you is because I find that Perseverance and Optimism, it sounds a lot like the Liberal Party. You know, that's really the vision that we're trying to bring to this country when people are going through tough times, and it seems that it's harder than it's ever been. You know how difficult things were during the pandemic, with also the war in Ukraine currently, and with the far-right movement that seems to be picking up a little bit everywhere in democracies. So I think that these two themes are extremely important, but I have a suggestion for your next robot. Okay. Hope and hard work. I like that. So, the names are actually picked by children. And so, it's an essay every year that, whenever we have a robot, that's a tradition for our Martian robots, is that it's an international essay competition, and then we end up picking the rovers' names that way, yeah. Wow, that's such a beautiful story. And it shows that kids, they're our future. They're our future, and they're always bright and optimistic. Oh, yeah, and they choose way better names than engineers would. So. Yeah. Well, thank you so much, Farah. Thank you, everyone, for being here. It was an honor. You're such a role model. Thank you so much.